L'ENA, l'École nationale d'administration, au centre de la campagne pour les élections législatives. À gauche comme à droite, on est d'accord pour en revoir au moins le mode de fonctionnement. Au Zaïre, on a retrouvé la trace de plusieurs milliers de réfugiés dans un état de dénuement total. Plusieurs dizaines d'entre eux sont grièvement blessés et laissés sans soins. Sécheresse en France, les éleveurs du Puy-de-Dôme sont en panne de fourrage pour leurs animaux. La SNCF n'est pas contente de sa restauration, elle revoit ses contrats avec ses fournisseurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Au Zaïre, les troupes rebelles de Laurent Désiré Kabila continuent leur marche sur la capitale Kinshasa, dont ils seraient à environ 500 km. Mais ce qui provoque l'indignation ce soir, c'est la découverte de quelques milliers des 85 000 réfugiés rwandais qui avaient disparu la semaine dernière dans l'est du pays. Certains d'entre eux ont réapparu aujourd'hui dans un état de dénuement presque total et pour plusieurs dizaines d'entre eux sérieusement blessés et laissés sans aucun soin. Des images douloureuse. Patricia Coste. L'horreur. L'enfant chancelle, le crâne fendu par un coup de machette, la blessure est surinfectée. Une balle dans le ventre pour cette femme. Un petit enfant non accompagné, comme son bracelet l'atteste, qui tente de protéger ses blessures des mouches. Quelques-uns des 85 000 réfugiés Hutus disparus dans la forêt zaïroise ont enfin été retrouvés aujourd'hui au sud de Kisangani. Leur camp a bien été attaqué. Par qui? Les humanitaires accusent les forces rebelles de Laurent Désiré Kabila, censés contrôler la zone. Eux démentent énergiquement, accusant des villageois zaïrois qui auraient voulu se venger du massacre des leurs par des réfugiés. L'émissaire américain qui vient d'arriver précipitamment sur place va plus loin. Il y a une crise humanitaire ici. Il y a des rapports qui font état de massacres et de violations des droits de l'homme. Cela doit s'arrêter. Les responsables du Haut Commissariat aux réfugiés ont été sommés par le chef des rebelles, excédés par ce petit problème de réfugiés, comme il l'a déclaré avant-hier, de les évacuer dans les 2 mois. Nous devons les emmener au plus vite au Rwanda, ils le veulent tous. Maintenant que nous avons les autorisations, nous devons commencer dès demain si c'est possible. Dans un deuxième temps, il faut faire une enquête sur ce qui s'est passé dans ce camp. C'est extrêmement important. Il faut le faire tout de suite. Tout de suite. Le très grand nombre de blessés par balle laisse supposer une attaque de grande ampleur. Le calvaire des réfugiés Hutus, poursuivis depuis 6 mois de camp en camp à travers tout le Zaïre, semble ne pas avoir de fin. À Mons, en Belgique, l'homme suspecté dans l'affaire des meurtres en série demeure en prison ce soir. Le conseil du tribunal de Mons avait demandé sa remise en liberté. Le parquet a immédiatement fait appel de cette décision. Reportage Valérie Astruc, José Boulestex. La Belgique en avait fait le suspect numéro 1. Mais Léopold Bogaert pourrait sortir de prison d'ici 15 jours. La Chambre du Conseil vient de lever son mandat d'arrêt. Les preuves pesant contre lui n'ont pas été jugées suffisantes. Le sort de celui qu'on surnommait le gitan n'est pas pour autant scellé. En apprenant la décision, le parquet fait immédiatement appel. Pas question de libérer Léopold Bogaert. Vous y attendiez ou pas? Le parquet estime qu'il reste dans ce dossier des indices suffisants de culpabilité, de la même manière que ceux que je vous ai rappelés ici. Lesquels, s'il vous plaît? Eh bien, le fait que l'intéressé a fréquenté cette victime, qu'il peut être la dernière personne qui ait vu cette personne vivante, qu'il y a effectivement des circonstances curieuses, le fait que ce monsieur soit parti et qu'il ait changé de physionomie notamment. Parce qu'il était le compagnon de la seule femme identifiée parmi les victimes, parce qu'il l'avait battue plusieurs fois lors de soirées un peu trop arrosées près de la gare de Mons, Léopold le Gitan intéresse toujours la justice belge. Mais les interrogations subsistent. Les corps n'ont pas tous été identifiés, leur état ne permet toujours pas la comparaison avec les analyses génétiques de Léopold Bogaert. L'enquête sur le dépeceur de Mons n'est pas prête de se conclure. En France, la pluie qui s'est remise à tomber depuis la fin de la semaine dernière n'est pas vraiment suffisante pour mettre un terme à la sécheresse. Par exemple, dans le département du Puy-de-Dôme, les éleveurs manquent cruellement de fourrage pour leurs animaux. Et malheureusement, c'est le retour du soleil qui est prévu par l'ouest dans les 24 heures à venir. Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Plateau de Combreil, dans le Puy-de-Dôme. Depuis février, Jean-Paul Sauvestre attendait la pluie avec impatience. 6 à 15 mm d'eau sont tombés ce week-end, mais il en faudrait 10 fois plus pour que la terre retrouve sa vigueur.
Depuis des semaines, l'herbe ne pousse plus. Ces moutons sont dans les prés, mais les agneaux sont restés à l'étable. Il n'y a pas assez d'herbe pour eux. On pense toujours que ça va pleuvoir du jour au lendemain. Bon, ça m'est un peu tombé cette nuit. Les prés sont un petit peu plus verts, mais c'est pas ce qui peut faire pousser de l'herbe. Hein. Il faut beaucoup plus d'eau pour faire pousser la plante. Hein. En ces temps de disette, le foin et le fourrage sont donc devenus des éléments précieux, une richesse que l'on aimerait pouvoir posséder. Mais pour beaucoup, les stocks sont déjà épuisés, sans compter que les cours s'envolent. Ces jours-ci, les prix ont été multipliés par 3. C'est la dernière botte de foin. Celle-ci, là encore que j'ai dû acheter parce que j'en avais pas assez compte tenu que l'herbe ne poussait pas à cause de la sécheresse. Et il n'y a plus de paille, plus de foin. On n'a plus rien à donner aux animaux. Ça veut dire que dès qu'on n'aura plus d'herbe, on n'a pas de recours, aucun recours. Pas un éleveur du Puy-de-Dôme qui n'échappe aujourd'hui à ce rationnement. Les granges se vident, l'herbe manque, alors il ne reste plus qu'à scruter le ciel et qu'à espérer quelques gouttes salvatrices. Si vraiment ça pleut pas maintenant, je vois pas du tout comment on pourra nourrir les bêtes. On peut les faire patienter encore un peu. Il reste quelques bottes dans les granges, mais c'est vraiment pas une solution de rechange, quoi. Ça va pas durer longtemps. Mardi et mercredi, la pluie est attendue, mais dès jeudi, le retour du soleil est annoncé, au grand désespoir du monde agricole. À Rennes, des traces de pesticides en quantité non dangereuse ayant été repérées dans l'eau potable juste avant les vacances scolaires de Pâques, la municipalité avait décidé de fournir les cantines en eau minérale. La décision a pris effet dès la rentrée. Olivier Sioux, Gabriel Camille. Grande innovation ce midi à la cantine, de l'eau de source à la place de l'eau du robinet. Une eau dont la teneur en atrazine, un pesticide, a plusieurs fois dépassé à Rennes le seuil recommandé par Bruxelles, 0,1 microgramme par litre. C'est très au-dessous des normes de l'OMS, mais la mairie a pris les devants et depuis ce matin ne sert plus que de l'eau de source dans les écoles de la ville. Il s'agit d'une mesure de précaution en fonction de la date d'épandage des pesticides pour le maïs qui se fait maintenant. Nous savons que nous allons avoir récupéré des pesticides dans l'eau potable et que malgré les traitements que nous mettons en œuvre depuis des années et que nous améliorons, nous risquons d'en recevoir encore un peu et nous ne pouvons pas prendre ce risque-là pour les enfants. Les agriculteurs utilisent l'atrazine en grande quantité. Trop, apparemment. Rennes a donc choisi les grands moyens, une précaution qui laisse sceptique la Générale des Eaux, fournisseur de la ville. Ce sont des précautions extrêmes qui regardent la municipalité. Ils ont sans doute pensé qu'il pouvait éventuellement y avoir un jour peut-être un dépassement qu'ils n'auraient pas vu et n'ont pas voulu prendre le moindre risque. Ça les regarde. Excessive ou pas, la prudence a un coût. 500 000 francs par an pour la mairie. Ce qui fait dire à certains qu'on ferait mieux de s'attaquer aux racines du mal. Tant qu'on ne s'attaquera pas au véritable problème à l'origine de la pollution, la multiplication des traitements aura un coût de plus en plus lourd pour le consommateur sans lui permettre de pouvoir boire une eau de qualité. En fait, particulièrement sensibles aux préoccupations de parents qui sont aussi des électeurs, les élus qui se savent aujourd'hui pénalement responsables préfèrent éviter tout risque, même minime. Dans l'affaire du vol de documents compromettants dans le dossier Elf Afrique, 4 policiers avaient été gardés à vue puis relâchés vendredi dernier. Aujourd'hui, toute la brigade s'est vue renouveler sa confiance par le directeur de la PJ, police judiciaire, et par le juge Eva Joly, en charge du dossier. Pour autant, on ignore toujours qui a pu pénétrer dans les locaux pour voler ces fameux documents. En France, avant d'évoquer la campagne électorale, attardons-nous sur un événement dont on n'a guère parlé jusqu'à présent, il faut bien le dire. La loi de 95 sur le financement des campagnes électorales limite désormais très sérieusement le budget des candidats. Exemple choisi, Reims. Maryse Burgot, Didier Daron. Merci, je suis désolée, je vous ai fait bousculer vos rendez-vous. Adeline Hazan a besoin d'argent et c'est très urgent. Candidate pour le Parti Socialiste dans la 3e circonscription de Reims, elle a rendez-vous avec son banquier, elle veut emprunter. Donc moi je voudrais emprunter en fait le maximum remboursable, c'est-à-dire je vais emprunter 150 000. Le prêt pourrait être mis en place aussi très rapidement, début de semaine prochaine. Tout de suite d'accord, le banquier tout à fait conscient de ne prendre aucun risque. Adeline Hazan, candidate d'un grand parti, a en effet toutes les chances d'obtenir plus de 5% des suffrages. Dans ce cas, l'État rembourse la moitié des frais de campagne, c'est la loi. Mais vous accepteriez un petit candidat qui n'a pas fait plus de 5% la dernière fois? Je lui donnerai certainement pas un sentiment aussi rapidement que je vous l'ai donné à vous. Et le marathon ne fait que commencer. Maintenant, il me reste à aller négocier pour mon local de campagne.
Adeline Hazan est juge des enfants à Paris. Envoyée à Reims par son parti, elle n'a que 5 semaines pour se faire connaître. Mais pas question de dépenser à outrance. La loi fixe des limites, pas plus de 350 000 francs de dépenses par candidat pour une circonscription de taille moyenne. Alors, pour la modique somme de 4 500 francs par mois. Pas de problème de local en revanche pour le candidat sortant RPR, déjà en réunion de campagne. Le collage se limitera peut-être essentiellement au panneau officiel. Jean-Claude Thomas utilisera son ex-permanence de député, un avantage qu'il devra intégrer à ses comptes de campagne. Le loyer qui a été payé au trimestre d'avance sera calculé, réintégré dans les comptes de campagne, les charges d'électricité, de téléphone, etc. Tout sera fait dans les règles de l'art. Des comptes qui atterriront inéluctablement ici à la Commission nationale des comptes de campagne. Des milliers de dossiers épluchés par des fonctionnaires à l'affût de toute infraction. On a eu des exemples. Un candidat qui, dans une élection locale, avait disposé d'une station de radio. Bon, il s'en est servi évidemment à son bénéfice et pas à celui de ses concurrents. Bon, là, on est arrivé derrière en disant, mais attention, ça a une valeur, un prix. Et il faudra le compter dans les dépenses de la campagne, ce qui lui faisait dépasser le plafond. C'est là, c'est pour l'affiche, pour le journal. La loi de janvier 1995 interdit enfin le financement des campagnes par les entreprises. Seuls les partis ou les individus ont aujourd'hui le droit de participer aux frais, conséquence directe des affaires liées au financement des partis. Les thèmes de la campagne évoluent. Il y a ceux que l'on attendait et les autres. Exemple, l'ENA, l'École nationale d'administration. La gauche envisage depuis un certain temps sa suppression et Alain Juppé estime à son tour qu'il faudra la remplacer par autre chose car elle a vieilli. Les énarques qui, pour certains, sont les boucs émissaires de notre situation économique et politique, dans la mesure où ils trustent les premières places. Dans l'administration, là, c'est normal, mais aussi dans les entreprises où c'est plus discutable. Jacques Cardoz, Daniel Wolfram. Nous l'avons tous connu, ce fonctionnaire qu'on retrouvait dans toutes les administrations, ce fonctionnaire vieilli sous le harnais et encombré de toutes les manies et de toutes les entraves. Mais depuis sa création en 1945, l'ENA tient son rang. 80% de ses élèves accomplissent leur carrière dans l'administration et non des moindres. Son lot de présidents, Jacques Chirac, de Premier ministre, Édouard Balladur ou Laurent Fabius. Mais l'heure des choix aurait donc sonné. Hier, Alain Juppé a parlé d'une école vieillie. Aujourd'hui, c'est au tour de la gauche de dénoncer l'ENA et campagne oblige ses anciens élèves. Il suffit de regarder M. Juppé pour constater qu'en effet, l'ENA a beaucoup vieilli. Enfin, je pense qu'un immense éclat de rire a dû accueillir cette déclaration. C'est comme si le pape, il est vrai qu'il n'est jamais réélu, avait proposé la dissolution de la curie romaine. Réformer, oui. Adapter, oui. Et ne pas faire de l'ENA le bouc émissaire des difficultés de l'administration française ou même des insuffisances quelquefois du pouvoir politique. L'ENA supprimée, un slogan porteur. Lors de la campagne présidentielle, Jacques Chirac s'en était pris à la technostructure. Alors, ses futurs élèves ont aujourd'hui bien du mal à y croire. C'est une élite qui s'auto-reproduit. Ce serait vraiment du masochisme de s'automutiler d'une telle manière. Donc à mon avis, c'est plutôt électoral. Ouais. En ces temps de campagne, voilà donc au moins un sujet qui rassemble la gauche comme la droite. Dernier sondage pour BVA, pour le compte de France 2 et Europe 1. RPR-UDF divers droite, 296 sièges. Parti socialiste divers gauche, 238. Parti communiste, 18 sièges. Écologiste, 2. Front national, un seul siège. RPR-UDF conserverait donc la majorité, mais le nombre d'indécis est encore chiffré à 38% des électeurs. Les principaux leaders politiques continuent leur campagne. Jospin était à Orléans, Blois et Tours aujourd'hui. Désormais, le premier secrétaire du Parti socialiste entend bien développer son programme. Reportage Guylaine Chenu, Patrick Deschmecker. Il est d'une sérénité absolue. Hein. On voit que c'est un enfant. Deuxième semaine de campagne. Au programme, des rencontres de terrain pour parler économie. Devant les militants, Lionel Jospin donne le ton. Pour lui, Alain Juppé, c'est presque déjà du passé. Je ne vais pas parler de l'ancien Premier ministre ni de l'ancienne majorité. Je crois que maintenant, nous devons entrer dans le vif du débat avec les Français sur le fond de leurs problèmes. Entre les visites et les soutiens au candidat PS, Lionel Jospin parle avenir.
Du projet socialiste, enfin bouclé dans quelques jours, et du rassemblement de la gauche qui se joue en coulisses. Il est 16 h. Au téléphone, le premier secrétaire corrige une dernière fois le texte de l'accord avec le PC. 6 pages rédigées depuis hier. Arrêt des privatisations, réforme fiscale, non-cumul des mandats, parité homme-femme et refus d'une Europe libérale. Ce n'est pas un programme de gouvernement, mais une base d'engagement, car si la gauche gagne, il n'y aura qu'un seul chef à Matignon. Sur tous les problèmes que je viens d'évoquer, que ce soit la question européenne, de la monnaie unique ou une autre, il y aurait, si les Français nous faisaient confiance, naturellement, une seule orientation pour le gouvernement. Au soir du premier meeting de la semaine, c'est bien l'enjeu pour Lionel Jospin. Rassembler tout le camp de la gauche, des écologistes aux communistes, et prouver qu'une autre politique, et une seule, est possible. Monsieur Robert-Hue, bonsoir. Vous venez d'entendre ce que vient de dire Monsieur Lionel Jospin avant votre rencontre de demain. Alors finalement, est-ce que vous êtes satisfait parce que le Parti communiste devient un partenaire comme les autres? Il n'y a plus de programme de gouvernement, il y a une alliance électorale et Monsieur Jospin dit le chef ce sera moi éventuellement. Mais écoutez, cette rencontre demain est très importante. C'est une rencontre qui a pour objectif non pas d'arrêter un programme commun de gouvernement, ni même un accord électoral, un accord de gouvernement. Il s'agit de définir ensemble quelles pourraient être les grandes orientations d'une politique de gauche pour la France, une politique qui apporte vraiment le changement nécessaire. Cela dit, vous n'êtes plus le partenaire privilégié comme au début, vous êtes un des partenaires. C'est un petit peu vexant pour les communistes, non ? Bon, écoutez, c'est pas en ces termes que cela se pose. Vous savez, le Parti communiste est parmi les deux principales formations de la gauche française. Chacun voit bien que dans les évolutions que connaît actuellement la gauche, le Parti communiste apporte une contribution très importante et qu'à l'occasion de ces élections, le vote communiste va signifier justement cette volonté que la gauche soit bien à gauche. Donc je n'ai pas le sentiment effectivement dans cette situation d'être frustré de quelque chose. Alors donc cet accord électoral va vous suffire, plus question de ministre communiste, tout ça on verra après. Le problème n'est pas demain, avec le Parti socialiste, de définir ce que doit être le gouvernement des ministres communistes. C'est pas à l'ordre du jour. On verra ça. D'abord, il faut que la gauche gagne d'abord. Et donc, pour que la gauche gagne, il faut déjà qu'elle montre qu'à la fois, elle porte un jugement en commun sur ce qu'est la politique de ce pouvoir, ce qu'est l'Europe ultralibérale, et en même temps qu'elle apporte aux Français des propositions, des réponses qui font défaut aujourd'hui et il me semble qu'avec la rencontre de demain, nous devrions pouvoir dégager ces grandes orientations pour la France. Monsieur Robert, je vous remercie. Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur, est élu aujourd'hui dans la région de Tours où il s'est félicité de la politique qu'il a menée par le gouvernement en matière d'immigration. Reportage Jeff Wittenberg, Franz Vaillant. Chez les candidats de droite, on se l'arrache. Pas moins de 50 demandes sur son bureau. Jean-Louis Debré, c'est l'homme le plus demandé du gouvernement pour venir épauler les campagnes électorales. Aujourd'hui, c'est à 5 candidats, dont son propre frère Bernard, que le ministre est venu prêter main forte. Bernard, c'est le café, moi c'est les croissants et moi c'est le rouge. Il y a qu'est-ce qui paye pour moi? La loi qui porte son nom a fait sa réputation. Jean-Louis Debré est celui qui montre les muscles du gouvernement sur la sécurité ou l'immigration clandestine. Est-ce que vous accueillez chez vous des gens qui ne sont pas invités? Et lorsqu'ils s'installent et qu'ils se mettent à ouvrir votre frigidaire, est-ce que vous n'avez pas qu'une envie, c'est qu'ils s'en aillent? C'est pas un couteau, Philippe. Formé à l'école Chirac, Jean-Louis Debré considère qu'une campagne électorale, c'est d'abord beaucoup de dégustation et pas mal d'effusion. Parfois, il arrive de tomber sur un électeur mécontent de payer trop d'impôts, par exemple. Que je vous fasse voir ma feuille d'impôt de l'année dernière. Ça arrive, progressivement. Mais pour celle de cette année. Oui, ben, c'est à voir encore. À moins de 4 semaines du premier tour, un autre débat, un grand débat, est en train de surgir au sein de la majorité. Il concerne Alain Juppé. En fonction de ce que nous avons entendu, recueilli comme témoignage, eh bien, il faudra une nouvelle équipe, un nouveau Premier ministre, et c'est au Président de la République de choisir ce nouveau Premier ministre. Alain Juppé restera-t-il ou non à Matignon si la droite remporte les élections? Ce sont ses propres partisans qui posent aujourd'hui la question de l'avenir du Premier ministre. Cela fait peut-être partie d'une tactique électorale. Avant même de connaître les projets politiques, en tout cas, c'est bien l'avenir des hommes qui domine ce début de campagne.
Le Premier ministre, M. Alain Juppé, tient un meeting ce soir à Bordeaux, deuxième grande réunion publique de sa campagne. Il a lui aussi abordé le thème de l'immigration. Roland Sicard, sur place, en direct. Oui, écoutez, le meeting d'Alain Juppé se termine en ce moment même. Et je dirais, si vous voulez, qu'Alain Juppé est ici avec une double casquette. Avec sa casquette de maire de Bordeaux et de candidat aux législatives dans sa ville d'abord. Et puis, bien sûr, avec sa casquette de Premier ministre, il reste le patron de la majorité pour la campagne électorale, même s'il affirme qu'il n'est pas automatiquement candidat à sa succession à Matignon et que c'est Jacques Chirac qui décidera le moment venu. Et tout à l'heure, c'est bien en patron de la majorité qu'il a parlé en évoquant les lois Pasqua sur l'immigration. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Si, Dieu ne plaise, le RPR et l'UDF n'avaient pas la majorité, eh bien nous le savons, là au moins sur ce point-là. Là c'est clair. C'est que, comme ils l'avaient fait en 1989 avec la loi Pasqua-Pandreau, les socialistes et les communistes abrogeraient les lois Pasqua-Debré et nous serions à nouveau totalement démunis face à ce problème de l'immigration illégale et du travail clandestin. Qu'on y réfléchisse avant de... Voilà, en tout cas, dès demain, la campagne d'Alain Juppé reviendra strictement nationale avec la présentation de la plateforme du DFRPR et puis le soir avec un grand meeting en province. Vous voyez, le rythme s'accélère. Merci Roland. Rendez-vous maintenant à Asnières où M. Alain Madelin. M. Madelin, bonsoir. Tient ce soir sa première réunion de campagne. On ne vous avait pas beaucoup vu, M. Madelin, depuis la semaine dernière. Il paraît que vous boudiez. Non, pas du tout. J'entre en campagne avec beaucoup de détermination. Et comment voulez-vous que je boude une campagne où les thèmes qui me tiennent depuis des années à cœur, la baisse des impôts, la décentralisation, la réforme de l'État, la libération de l'initiative, sont des thèmes qui ont été placés par le président de la République au cœur de ce nouvel élan. Alors moi, je vais essayer d'agir pour montrer que ce nouvel élan, c'est l'élan des libertés susceptible de redonner confiance aux Français. Alors justement, M. Madelin, est-ce que le programme redéfini hier par M. Alain Juppé vous semble assez libéral? Bien sûr, il y a le gel du budget pour les années 98, mais il y a aussi l'évocation d'une certaine forme de réduction du temps de travail. Est-ce que tout ça vous plaît? Écoutez, lorsque vous voyez dans les propositions qui sont aujourd'hui celles de la majorité, des idées que je crois très, très fortes, comme l'idée du chèque emploi. Ça fait des années que je me bats pour le chèque emploi. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui galèrent pour se mettre à leur compte ou pour avoir un premier emploi salarié. Des mères de famille qui aimeraient bien pouvoir travailler à domicile, quelqu'un qui aimerait bien pouvoir effectuer une tâche, un petit entrepreneur qui aimerait bien pouvoir embaucher pour 6 mois ou pour 8 mois. Et je crois qu'un chèque emploi très simple, un contrat de travail très simplifié, et puis de l'autre côté, un chèque pour la personne, et puis un chèque unique avec un forfait social à un guichet unique, c'est un formidable progrès capable de libérer la création d'activités nouvelles, notamment dans ces 1 900 000 toutes petites entreprises qui sont aujourd'hui le véritable réservoir de la création d'emplois. Merci, M. Madelin. Les conflits sociaux maintenant. Poursuite des perturbations demain à Air France Europe où 3 syndicats de pilotes sont encore en grève. Même chose à TAT Air Liberté. Une partie des stewards et hôtesses n'ont toujours pas repris le travail. Enfin, les contrôleurs aériens CGT, CFDT d'Orly ont lancé un mot d'ordre de grève pour mercredi prochain. À la SNCF, la direction essaie de redorer l'image de marque de son service. Elle multiplie les initiatives. Le contrat qui l'associe à des entreprises de restauration est remis en cause. La SNCF n'est pas satisfaite des services fournis. Sandwich et repas dans le train n'ont toujours pas une très bonne renommée. Philippe Bisserias, Hervé Pozzo. Esturgeon fumé, suprême de poulet, fromage et dessert. C'est le menu servi ce jour-là en première classe sur le TGV Paris-Lyon. Avec, à l'arrivée, une addition salée, 220 francs le repas. À ce prix-là, déjeuner à bord devient un luxe. Je ne pense pas qu'un restaurateur, quel qu'il soit, oserait facturer le même prix à terre, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit payer 220 francs parce qu'on se trouve dans un train? Non, reconnaît la SNCF. La société ferroviaire veut revoir complètement sa politique en matière de restauration. Aujourd'hui, seuls 12% des voyageurs consomment à bord des trains, 29 francs le sandwich campagnard, un peu dur à avaler. C'est relativement cher pour un sandwich. Donc ils sont froids, ils sont pas préparés de façon agréable et minutieux. En somme, c'est la bouffe industrielle. C'est vrai que c'est assez informe le paquet qu'on nous sert. Si on lit pas la composition qu'il y a dessus, on ne sait pas trop ce qu'on mange. Aujourd'hui, la SNCF verse aux sociétés qui détiennent les marchés de la restauration à bord une subvention annuelle de 360 millions de francs.
Une somme qu'elle souhaite supprimer d'ici 2 ans, économie oblige. Livrés à eux-mêmes, Servair et Wagon-Lit, ces 2 principaux prestataires de services, devront faire des efforts et se rapprocher de leur clientèle. C'est vrai qu'au fond, aujourd'hui, on a tendance à être un petit peu statique, alors que si on allait au client, c'est vrai que prendre un café, s'il faut traverser 3 voitures, on n'y va pas. Si on vous apporte le café, s'il y a un petit chariot qui passe avec le café, eh bien c'est peut-être une bonne solution. Le petit chariot qui passe pour faire changer d'avis tous ceux qui, comme cette dame, ont choisi d'emmener leur pique-nique à bord. Vous en voulez un, vous? Oui. Ah bah d'accord. Tenez. Et le preneur de son, un petit carré de chocolat. Et voilà, on a fini. Hein. En France, pour l'instant, le débat sur la légalisation de la consommation des drogues dites douces, comme le cannabis, n'est toujours pas ouvert. Aux États-Unis, en revanche, dans l'État de Californie, une disposition spéciale vient de la rendre légalement accessible en tant que traitement médical d'appoint. Reportage, Laurent Boussier. Et c'est comme ça tous les jours. Dans ce salon rococo, au 3e étage d'un immeuble donnant sur l'un des carrefours les plus populaires de San Francisco, ils sont des centaines à venir chaque après-midi acheter et fumer en toute légalité de la marijuana. Vous êtes au Cannabis Buyers Club, le club des acheteurs de cannabis, une curieuse boutique ouverte depuis 5 mois, depuis que les électeurs californiens ont voté la proposition 215, autrement dit la légalisation de la marijuana à des fins médicales. Pour entrer ici, il faut une carte de membre assez facile à obtenir grâce à une ordonnance médicale. En Californie, de plus en plus de médecins reconnaissent les vertus apaisantes de la marijuana pour soulager les douleurs physiques et morales des malades atteints du sida ou d'un cancer grave. Au Cannabis Buyer Club, chacun revendique le droit au bonheur passager. J'ai le sida et sans marijuana, je ne mangerai pas, je continuerai à maigrir. J'ai eu un accident de voiture très grave, je suis complètement cassée. Sans marijuana, je ne peux pas dormir. J'ai un glaucome, mais sans marijuana, je serais déjà aveugle. Des malades qui s'y trouvent de tout, depuis l'herbe californienne, la meilleure paraît-il à $60, environ 360 francs les 3,5 grammes, jusqu'aux biscuits et gâteaux aux feuilles de cannabis à 30 ou 40 francs. Le promoteur de ce club, c'est lui, Dennis Perrin. Depuis la vague hippie dans les années 60, il est de tous les combats pour la légalisation de la marijuana. Pour lui, le club est plus qu'un simple endroit où fumer un joint. En surface, vous ne voyez que la marijuana, mais c'est davantage un problème de solitude, un problème d'existence face à face avec vous-même. C'est un refuge pour ceux qui vont mourir. Ici, ils retrouvent un peu de dignité et quelques amis. L'herbe est achetée ici chez des producteurs privés. Ils profitent du flou juridique qui oppose les lois de l'État californien qui autorisent la production de marijuana et les lois fédérales américaines qui l'interdisent. Entre les deux, ils ont choisi. En ce moment, ils préparent les plans pour l'année prochaine, mais leur culture reste discrète à l'écart des grandes agglomérations. La publicité, en revanche, ne fait pas peur à Dennis Perron. Ce jour-là, il a tenu à nous montrer la première boîte de marijuana légale vendue aux États-Unis. First pack of marijuana. Welcome to the future. Retour en France, la foire de Paris qui vient de s'ouvrir est aussi le domaine des bricoleurs. En France, le bricolage est une véritable institution. En quelques années, on est passé de la simple petite réparation à ce que l'on appelle le bricolage lourd. Monsieur Tout-le-Monde, ou presque, s'essayant à remplacer les professionnels. Un Français sur 3 bricole, il faut le savoir, pour un budget d'environ 4 000 francs par an. Le bricolage, c'est même parfois une tradition qui se perpétue de père en fils. Jean Pézieux, Virgile Lado. Dans cette maison, le bruit qu'on entend le plus souvent est celui du tour à bois. Jean-Charles l'utilise pour faire des rainures dans les planches destinées à sa dernière création, un meuble d'angle. Une languette entre 2 rainures, cet assemblage témoigne d'une grande maîtrise. Elle lui a permis de tout faire. La cuisine sur mesure dont rêvait sa femme, les structures, des planchers et des combles, des dizaines de meubles pour les enfants, puis les petits-enfants à qui cet ancien pilote d'Air France essaie de faire partager son amour du bricolage qu'il a lui-même appris de son grand-père artisan.
Il est certain que moi maintenant je bricole en souvenir du grand-père avec ce qu'il a pu me transmettre. Et quant à mon petit-fils, je viendrai apporter un petit plus si possible. Et s'il montre quelques petites aptitudes, un peu de bricolage, de savoir-faire, mais comme j'essaie de transmettre à mes fils, le respect des outils et si possible le savoir-faire pour utiliser les outils. Michel, l'un des fils de Jean-Charles, découpe des pierres pour couvrir ce petit pont avec l'aide de son père. C'est Michel lui-même qui a construit l'ouvrage afin de desservir sa maison. Lorsque l'on voit un père qui bricole, on est forcément tenté d'avoir envie de bricoler. Ne serait-ce que pour voir si on est capable de faire la même chose. Michel a fait bien d'autres choses. Poser par exemple tout le carrelage. Mais l'agencement de la cuisine, c'est encore son père qui l'a réalisé. Quant à sa femme, Cathy, son affaire, c'est la peinture des meubles. Quand je vois des meubles qui me plaisent, je lui demande s'il peut me faire ça, et puis il m'en fait plusieurs. Mon beau-père fait les meubles, moi je les peins, c'est super. Une affaire de famille, le bricolage chez les Reynaud. De l'utile à l'agréable, du passe-temps à la passion, il leur permet de traverser les époques comme un relais entre les générations. La Junior des Sables, un raid VTT de 5 jours, vient de se courir en Aquitaine. Ses organisateurs ont réussi le pari d'un véritable brassage des jeunes issus d'origines très différentes. Centre-ville, banlieue, campagne. Une compétition, mais avant tout l'occasion de se rencontrer. Éric Perrin, Bernard Bonnard. C'est une étape qui fait 55 bornes. Elle va être longue, elle va être très longue. Rouler, encore et toujours rouler sous la canicule, dans la poussière. Ils sont 165 de 14 à 18 ans à relever le défi de cette 8e Junior des Sables, avaler en VTT 350 km de piste en 5 jours. Pour les coups de main ou les coups de gueule, Marco est toujours là. C'est lui qui a créé ce raid, lui l'éducateur pour enfants en prédélinquance qui rêvait de créer une aventure ouverte à tous, aux gamins des beaux quartiers comme à ceux des cités. Faire exploser les cloisons, provoquer les rencontres autour d'un même objectif, vaincre le sable, la fatigue et découvrir que les autres permettent d'aller au bout de soi-même. C'est pas la cité ici. Il faut que tout le monde s'entraide. La cité, c'est tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais ici, c'est tout le monde s'aide. Ça change beaucoup. Pour payer l'inscription, 2700 francs par personne, les jeunes de cette cité de Tours ont dû chercher eux-mêmes le financement. Essuyer d'abord des refus pour convaincre finalement le conseil général. 6 mois de travail et parfois le déclic, comme pour certains concurrents de l'année dernière. Ils font des stages alors qu'avant ils ne voyaient même pas les choses comme ça, parce qu'il y avait l'obstacle d'administration qui est toujours à l'origine. Maintenant ils ont pris l'habitude d'aller faire des démarches et tout, et puis c'est une bonne chose pour eux. Pour ce dernier jour, les concurrents doivent parcourir 60 km de plage entre Mimizan et Vieux-Boucau. Le temps a viré à la tempête, les conditions sont extrêmes, pluie, vent, froid. Avec un départ donné à 18 h, l'étape va se dérouler, surtout la nuit. C'est dur là, mais vous voulez arriver au bout? Ah ouais, c'est obligé. C'est obligé, au bout on a tout le monde qui nous attend, il y a la fête demain soir. La junior c'est ça de toute façon, c'est la galère. 1 h du matin, la galère n'a plus de mots, mais des visages. Franck et David sont encore à 35 km de l'arrivée, chaque pas est un calvaire, pas question pourtant d'abandonner. La pluie a redoublé, Marco vient encore et encore donner l'énergie à ceux qui sont à bout. À tout à l'heure, on revient. Au bout de l'effort, les dividendes du courage, malgré les 10 heures qui les séparent à l'arrivée, il n'y a plus de premier, plus de dernier. La junior est une noble aventure, certaines victoires personnelles valent tous les titres de champion. En Grande-Bretagne, les affaires sont les affaires et l'on s'en est aperçu hier soir à l'occasion de la vente aux enchères par petits morceaux du temple du rugby gallois, l'Arms Park de Cardiff, qui doit être reconstruit. Tout a été vendu, fauteuils, porte-manteaux et même des carrés de la célèbre pelouse. Londres, Étienne Lénard. Un dernier lifting pour le dernier spectacle. Après 107 ans de bons et loyaux services, l'Arms Park de Cardiff, où des générations de rugbymen ont usé leurs crampons, pleuré de joie ou de tristesse, l'Arms Park de Cardiff est à vendre avant démolition. Ça fait 20 ans que je travaillais ici, c'est vraiment triste de voir un stade partir comme ça.
Les bénéfices de la vente aux enchères iront tout droit dans les caisses du rugby gallois pour la construction d'un nouveau stade. Tout doit disparaître, des gradins au drapeau, des baignoires au porte-manteau. Même le gazon a été soigneusement découpé par bande de 50 cm vendus 50 francs pièce à ceux qui pourront toujours se dire que sur cette herbe galloise, des hommes, des vrais, se sont disputés un ballon. On va mettre le morceau de pelouse dans le jardin et on empêchera le chien de marcher dessus. Ce porte-manteau, il est chargé d'histoire. C'est vraiment quelque chose de spécial. Tous ces rugbymen qui sont passés par là. Clou du spectacle, pour 1500 francs, le fauteuil sur lequel Diana, princesse de Galles, posa un jour son auguste postérieur. C'est un achat un peu impulsif, mais Diana est célèbre et je vais en profiter longtemps. Les nostalgiques, et ils sont nombreux, qui verront désormais chaque jour leur stade partir en morceaux, se consoleront peut-être dans 2 ans avec une enceinte flambant neuve qui accueillera la Coupe du Monde 1999 de rugby. Le cinéma maintenant avec la sortie cette semaine d'une comédie intitulée La vérité si je mens, un film qui a pour cadre le quartier du Sentier à Paris où sont installés grossistes et confectionneurs en textile. Ce n'est pas un film sur l'humour juif, c'est une comédie d'humour et d'humeur sur un quartier et ses habitants. Pascal Deschamps, Jean-Jacques Le Garec. Des conneries, tu veux te faire des couilles en or avec Robert Partouche? Ce mec-là, il a planté tout le sentier. Rien qu'à moi, il me doit 12 bâtons. Une poignée de copains du sentier, business, bagnole, boîte de nuit, bise-bise en tout genre. C'est au milieu de tout ça que débarque un jour, sans le sou, sans travail, Édouard Vuibert. À la suite d'un quiproquo, il sera embauché, adopté, bichonné par la bande qui ignore toutes ses origines. Comment votre nom déjà? Eddy. Eddy Vuibert. Vuibert? Mais c'est pas séparate ça? Non, non, non. Ah, vous êtes ashkénaze, j'ai vu tout de suite. Non, non plus, non plus. Non plus. Mais quoi, vous n'êtes pas juif? Ah si, pardon. Si, si, je suis juif, oui. Vous êtes ashkénaze, c'est bien ce que je disais. Voilà, voilà, non, c'est parce que j'avais pas compris au début. L'occasion pour Thomas Gilou de s'immiscer dans la vie d'un quartier, d'une communauté, tout comme il l'avait fait dans ses précédents films. Je voulais faire un film sur le sentier parce que d'abord c'est un quartier qui m'intéresse. Je passe tous les jours, je suis bloqué dans les encombrements, je vois des gens de tous les pays, je vois des couleurs, je vois des animations très particulières. Donc j'ai toujours été intrigué par la vie qui régnait dans ce quartier. Bonjour. Rafi, enchanté. Hi. Aïe, aïe, aïe. D'où tu la sors? D'Israël, qu'est-ce que tu crois? On s'est rencontrés à Haïfa, le coup de foudre, hein, chérie, petit bisou. Vous voulez que je prenne vos bagages, là? Laisse béton, elle parle pas français. Aïe, tel zem, aïe, rencontre en Israël. Attention, c'est sérieux, on va se marier. Montre-toi la bague, chérie. Ce ring, look. S'il y a quelques traits un peu forts ou un petit peu qui peuvent vous sembler un petit peu caricaturaux, je pense qu'ils sont comme ça, c'est la vie. Et je pense qu'il aurait fait une erreur de passer à côté, puisqu'il se serait trompé s'il n'avait pas été jusqu'à cette limite-là. Parce que c'est comme ça, c'est la réalité. Et en plus au-delà de ça, c'est un film. Hein. Ce sont des personnages de fiction, c'est un film de cinéma, c'est pas un documentaire, c'est pas un reportage. Personnages hauts en couleur, suspense et happy end, tels sont les ingrédients de cette nouvelle comédie française qui fait toutefois passer un message plein d'optimisme sur l'intégration. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, 20h50, n'oubliez pas La Femme en Blanc, 0h15, le journal de la nuit, Philippe Lefay. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Patrick Stefanini, secrétaire général adjoint du RPR. 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h avec un invité, Monsieur Lionel Jospin. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.